Pour situer un petit peu la chose, Saint-Gobain c'est un vieux groupe, puisqu'il date d'à peu près 340 années. Saint-Gobain a commencé sur le verre, donc c'est un spécialiste du verre. Donc en fait on est des spécialistes du verre et on travaille sur l'automobile, donc on fabrique des pare-brises, des vitres arrière, mais aussi des latérales. Donc pour bien situer la chose, c'est que donc on est situé dans l'Oise et on travaille aujourd'hui, on représente à peu près la moitié du marché français. Ça fait à peu près aujourd'hui 3000 pare-brises par jour. Si vous faites le calcul, c'est quand même beaucoup plus bas puisque cette année, c'est une année quand même très difficile et l'année prochaine aussi. Et on travaille, donc c'est à peu près un site qui fait à peu près 500 personnes. Pour vous situer la chose, il y a à peu près 15 ans, on était à peu près 1000. Donc, et on fabrique plutôt plus de pare-brises et plus de lunettes et plus de latérales aujourd'hui qu'avant. Donc il y a eu un effort assez fort de productivité. L'atelier qui est concerné, c'est l'atelier feuilleté sur lequel on fait des pare-brises. Donc on travaille en fait en continu, on travaille 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que nos investissements sont assez lourds et donc on n'est pas capable, je veux dire, pour réduire nos coûts, on les sature, donc on les sature complètement, même la nuit et même le dimanche. On est aussi, pour situer la chose, c'est que les équipes concernées, c'était des équipes de 20 personnes en fait. Les lignes sont assez grande. Il faut savoir que pour faire une ligne de pare-brise, c'est plus de 150 mètres à peu près, si on prend l'ensemble. Donc c'est des lignes très étendues. Les gens sont un peu seuls. Sur les 20 personnes se repartissent, mais sont un peu seuls. Et on a travaillé donc en 2005, on a fait un investissement assez lourd pour un nouveau four. Cet investissement aujourd'hui est très utilisé puisque vous avez peut-être vu la nouvelle publicité de la C3 avec le pare-brise qui est panoramique. Et donc on fabrique sur cette ligne-là. Donc aujourd'hui la ligne travaille à peu près pour la moitié pour la C3 parce que le marché est en train, là on n'a pas trop de crise, donc le marché est en train d'être très très fort. Et donc en 2005 on avait anticipé la C3 puisqu'on savait déjà qu'il allait avoir ce genre de pare-brise puisqu'on travaille avec les constructeurs très en amont. Et donc on avait fait un investissement, on avait prévu un investissement pour modifier significativement les pare-brises, la ligne de pare-brise mais aussi la productivité. D'où l'objet de faire, de travailler sur la simulation. Donc, sans rentrer dans le détail de la ligne, on a travaillé sur la partie, ce qu'on appelle amont de la ligne, puisque pour faire un pare-brise, on fait, c'est pas du moulage. Donc, on travaille d'abord, on reçoit des plaques de verre, donc c'est à plat, et ensuite après, on passe dans des fours et on les forme. Donc en fait on a travaillé sur toute la partie amont, donc la partie plane, la partie où on travaille à froid. Voilà ce qu'on peut dire sur la ligne et sur l'environnement du projet. Donc ensuite, ce qui a été important, c'est que, on va peut-être en parler après, on a commencé à essayer d'optimiser et de valider un petit peu l'aspect technique. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait ça très en amont et on était déjà un petit peu en phase où on avait fait le projet, on avait fait le layout et puis on a commencé à s'intéresser, j'irais, sur la partie simulation, peut-être un peu tard, et ça a eu des conséquences, d'ailleurs encore aujourd'hui on en a, mais malgré tout on l'a fait suffisamment tôt pour pouvoir modifier un certain nombre de choses. Alors ce qui était important, c'est qu'on a fait cette simulation sur la partie, on verra après, mais sur la partie normale, sur ce qu'on appelle la partie transitoire. La partie transitoire, c'est quand vous faites ce qu'on appelle le changement de fabrication, puisque sur nos lignes, on ne sont pas des lignes spécialisées, on fait de la C3, mais on fait aussi d'autres produits. La 207, la 308, et puis aussi la partie transitoire et aussi la partie dégradée. Quand, hélas, on a quelquefois des pannes et quelquefois des dysfonctionnements. Et donc, on a travaillé sur ces trois aspects-là. Et donc, c'est ça qui a été l'objet après de cette simulation, de regarder dans ces trois choses-là. Donc, voilà. L'intérêt de l'outil de simulation de flux, tel qu'on le pratique, c'est d'être capable d'intégrer la notion de variabilité et de temporalité. Je fais référence aux précédents exposés de ce matin et ce début d'après-midi où ça posait un problème. Justement, les simulations de flux et notamment les simulations de flux dynamiques ont été conçues pour intégrer cette notion de temporalité. Juste un point là méthodologique pour rebondir aussi sur ce que disait Joël Malines ce matin. Par rapport à quand est-ce qu'il faut déclencher la simulation. Bon, c'est clair que, comme le disait Jacques, quand on a pu intervenir, on était déjà dans la phase de construction, de montage de l'installation, donc les marges de manœuvre pour modifier l'installation étaient quand même assez restreintes. Par contre, donc là aussi,
comme pour toute simulation, le plus tôt on intervient, le mieux c'est, parce qu'on a encore plus de degrés on a un maximum de degrés de liberté, donc pour corriger le tir éventuellement. Mais un autre facteur par rapport à ce genre d'outils, c'est que plus on intervient tôt, plus on fait des modèles simples, donc moins c'est cher, quoi, on va dire. Plus c'est bon marché. Juste avant de vous montrer donc les deux modèles là, qui ont été réalisés pour Saint-Gobain Sécurite, juste un petit point de théorie pour dire que les simulations de flux s'inscrivent systématiquement en prolongement d'autres techniques de simulation. Donc la première, c'est ce qu'on peut appeler, ce qui sera présenté demain par Romain sur les diagrammes, c'est-à-dire qu'on décrit, il faut d'abord décrire une logique de fonctionnement. Derrière, on va collecter des données sur le terrain. Et là, très souvent, et ça a été le cas justement chez Sécurite, on intervient conjointement avec un ergonome, parce qu'en fait, les données qu'il va les collecter sur les fréquences d'apparition de certains aléas, bah, nous, c'est justement ce qu'il nous faut. C'est également notre matière première pour intégrer ça dans le modèle. Donc on collecte ça en principe sous un format Excel qu'on va réutiliser, vous allez voir, pour faire des simulations de flux qu'on appelle statiques versus le dynamique que vous allez voir dans un instant. Et troisième aspect aussi, la ligne fait 150 mètres de long, donc on intègre en fait un layout, un plan d'implantation de l'installation, et notamment par rapport aux questions qui étaient posées par les ergonomes sur le projet sur est-ce que les opérateurs, faut les équiper de rollers pour parcourir la ligne d'un bout à l'autre, parce que en cas d'incident sur les deux bouts, ils vont avoir des kilomètres à parcourir. Bah justement, il fallait retracer toutes les routes possibles pour les intégrer dans le modèle pour pouvoir remonter ces résultats en termes de distance par poste ou par jour. Les nombres de marches aussi, c'était assez complet. Quand on intervient, donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on exploite toute la phase de collecte de données, tous les temps des modes opératoires, les fréquences, etc. On convertit ça dans un modèle statique. On va revenir après, je ne présente pas les résultats, je vais en parler dans un instant. Mais donc on collecte ça dans un modèle statique qui nous permet en fait de dégrossir le travail. Ça ne sert à rien de faire un modèle dynamique si déjà le modèle statique montre qu'un opérateur en moyenne est chargé à 120%. Ça ne fait pas de sens d'aller chercher le détail de tout ça. Il faut déjà reposer le problème au départ. C'est ce qui s'est passé chez Sécurite. Et seulement après, oui, on investit, si déjà au niveau statique on est bon, on investit sur un modèle dynamique. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, l'outil qui vous est présenté s'appelle Extend. C'est un des outils qu'on utilise. Encore une fois, on n'est pas revendeur d'Extend, on en utilise d'autres. Sur le marché, il existe plus d'une cinquantaine de produits possibles. Le leader étant Arena. Après, vous avez du ProModel, du Witness, du Simulate. Je dois en oublier. Enfin bon, pour vous dire que c'est pas forcément l'outil qui est important, mais plutôt la démarche autour de cet outil. Donc là, on retrouve une des composantes très marquante de ce type de méthodologie, c'est bien entendu l'animation, qui n'est pas une super animation 3D futuriste de jeux vidéo, mais qui est largement suffisante pour pouvoir échanger avec les opérateurs qui reconnaissent très rapidement l'implantation de leur ligne et qui peuvent voir eux, dans le futur, en train de courir d'un poste à l'autre en cas de panne ou d'aléa à résoudre. Donc on retrouve au niveau du processus. Jacques, vous voulez en parler ou... Oui, on peut peut-être détailler. Donc en fait, la partie gauche, on revoit les grands rectangles, c'est les plateaux, ce qu'on appelle les plateaux. Donc c'est le verre qu'on reçoit, hein, c'est notre matière première. Là, on a une première machine de découpe plateau, hein, qui va mettre ce qu'on appelle des primitives, donc c'est des rectangles. Donc là, ces rectangles-là vont alimenter nos différentes lignes de façonnage, c'est-à-dire qu'on va mettre la forme à plat du pare-brise.
Bon, la petite erreur, c'est qu'il n'y a que 2 personnes sur la ligne maintenant, mais sinon c'est bon. C'était au début, c'était avant qu'on optimise. Et donc ensuite, après, on a les machines de façonnage. Donc voilà le layout qui avait été conçu. Et puis ensuite, on continue par des convoyages à alimenter le reste de la ligne. Là, ce sont des fours de recuisson parce que, sans rentrer dans les détails, en fait, on a des opérations, on met le bord noir sur le pare-brise, hein, la zone qui est cachée autour du pare-brise. Et ensuite, après, le layout, là, ça se termine. Ensuite, après, il y a un four ici. Donc, le but, c'était de simuler l'ensemble avec, vous voyez, il y a les stocks, et de voir si, tout simplement, si tout fonctionne en mode normal et en mode dégradé. Hein. Donc ça, j'ai expliqué après les résultats. Mais le principe, c'est simuler l'ensemble de ces choses-là, en intégrant bien évidemment les tâches, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les opérateurs, bien sûr, connaissent. Ils ont un certain nombre de choses à faire. La ligne, elle tourne, mais il y a un certain nombre d'opérations à faire, que ce soit des opérations de contrôle, mais aussi des interventions pour faire tourner la ligne. Donc effectivement, l'enjeu par rapport à l'investissement phare qui était le four, qui est donc sur la droite qu'on ne voit pas, c'était d'avoir toute cette partie entre guillemets facile de manutention en amont du four qui soit suffisamment bien dimensionnée pour ne jamais désaturer le four. C'est ça l'enjeu, c'était ça quoi. Être toujours capable de fournir le four pour qu'il puisse travailler de manière lui stabilisée quoi. Donc comment est-ce qu'en amont on va dimensionner les différents stocks en amont de l'entrée du four avant l'appairage ou alors en amont des équipements ici pour être sûr que en cas d'incident on a ces buffers qui permettent de tenir les variabilités. Très rapidement là, les différents résultats auxquels on peut accéder avec ce genre d'outils. Bien entendu, le premier d'entre eux concerne la productivité, enfin la production, le nombre de pièces sorties, les cadences qu'on peut avoir au niveau des différents équipements. Là, on pouvait suivre justement quand est-ce que le four est en marche, quand est-ce qu'il est obligé de s'arrêter, quand est-ce qu'il est de nouveau en marche. Donc, on pouvait suivre l'évolution en fonction des aléas qu'on activait ou pas dans le modèle. On pouvait voir si le four par moment était obligé de s'arrêter parce qu'on manquait de verre. Et l'autre type d'indicateur qui était tout à l'heure, bon, j'ai parlé des distances par rapport au questionnement en ergonomie. L'autre indicateur phare qu'on peut utiliser avec ce type d'outil concerne là ce qu'on a appelé le nombre de tâches en attente. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on était capable d'enregistrer, enfin dans ces outils, on est capable de suivre au cours du temps le nombre de tâches que l'on demande aux opérateurs à un instant T. Donc après qu'on peut très facilement relier à des notions de stress et d'engorgement de l'installation. Et on va voir justement après dans les résultats ce que coûtaient ces fameux pics qu'on peut voir comme ici, où à un moment donné, la combinatoire a fait que les gars ils avaient 6 choses à faire en même temps, alors qu'ils étaient déjà occupés. Juste un point de méthodologie, pardon Jacques. C'est très dense, mais au moins comme ça vous avez toute la méthodo sur une slide par rapport à la mise en œuvre des simulations de flux avec l'aspect statique et l'aspect dynamique où on exploite la phase de collecte de données comme je vous le disais tout à l'heure pour structurer sous Excel des outils qui vont permettre déjà de dimensionner entre guillemets grosse maille si ça passe ou pas. Une fois qu'on a déjà ces résultats évidents, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la peine de faire une simulation dynamique avec les petits bonhommes, les petits pare-brise qui bougent si déjà on est à 120% de saturation des opérateurs ou si à l'inverse aussi on est qu'à 20% de saturation des opérateurs, ça sert à rien d'aller faire un modèle pour voir si c'est 28 ou 35 quoi, ou 17 quoi. Voilà. Après là, vous avez la deuxième phase où là si notre client décide que ça vaut le coup, on développe à ce moment-là un modèle dynamique. Au niveau de l'aspect organisation, on a fait donc un modèle statique qui est l'ensemble des tâches qui sont repris là, et on voit que 479 minutes, c'est tout juste pour travailler 8 heures, mais ça pose bien évidemment là, ça pose des soucis. C'est-à-dire que
c'est tout juste pour travailler 8 heures, mais ça pose bien évidemment, là, ça pose des soucis. C'est-à-dire qu'il y avait une répartition à faire entre les opérateurs concernés. En fait, à l'époque, c'était 2 opérateurs. Bon, aujourd'hui, on tourne avec moins, puisqu'on tourne avec un opérateur, parce qu'on a fait d'autres modifications. Mais à l'époque, on a réaffecté un certain nombre de tâches et on a redispatché au niveau statique. Mais ça, je dirais que c'est la première partie qui est peut-être la plus simple. La plus intéressante, c'est bien évidemment la partie dynamique, qui reprend en fait l'ensemble des opérations qu'on a listées avec le layout qu'on a choisi et qui permet de dire, ben voilà, on a des pics, il faut qu'on arrive à gérer ces pics et du coup, il faut qu'on modifie ou éventuellement la ligne, peut-être, mais aussi qu'on fasse des modifications d'organisation pour ne plus avoir ces pics. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit depuis le début, mais qui est importante. Pour faire tout ça, il y a un aspect layout technique, mais aussi les opérateurs. Et ça veut dire que le travail est fait aussi avec les opérateurs pour détailler, puisque c'est eux qui sont pendant 8 heures, c'est pas moi, qui sont 8 heures sur la ligne et qui savent exactement ce qu'il y a à faire. Bon, il faut éventuellement, on a à modifier des choses. C'est pas forcément non plus simple, hein, dans une entreprise qui est de 500 personnes, qui est très vieille, dire à des gens on va travailler autrement, et on va travailler d'une manière très différente et on va faire aussi la productivité. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes et qui permettent de travailler. Et on a dû aménager ces choses-là et trouver des solutions. Ou éventuellement dire tant pis, on fonctionnera comme ça dans certains nombres de cas, ben, tant pis, on ne pourra pas faire plusieurs choses en même temps. Et donc on a modifié, là ce qu'on détaille, c'est qu'on a fait deux, trois éléments. On a pu mettre en place des systèmes de caméras qui étaient au bon endroit pour essayer de réduire les problèmes qui se cumulaient. Et aussi des systèmes d'aide pour le contrôle. D'ailleurs, système d'aide qui ne fonctionne pas pour le nouveau pare-brise, puisqu'il est très très grand, et on a été obligé de modifier ce système. Donc voilà, l'aspect dynamique est quand même très important parce que c'est pas théorique, c'est-à-dire ça se produit, ça bien évidemment, c'est toujours la même chose. C'est quand l'association de plusieurs tâches, il finit par arriver, et quand ça arrive, il faut pouvoir l'avoir géré. Donc c'est très important, d'autant plus pour nous parce qu'on a une ligne qui est en termes capitalistiques, en termes d'investissement, est très lourde, mais c'est vrai pour toutes les... j'ai pu visiter des sites qui étaient beaucoup plus manuels, ils sont face aux mêmes soucis, parce que bien évidemment, il y a de l'adaptation, la productivité à faire, qui est différente, mais l'organisation est très importante, on le retrouve. Donc ça, c'était la première partie, l'aspect organisation, et puis la deuxième partie, qui est l'aspect technique. Alors, certes, sur l'aspect technique, le souci, c'est que comme on était déjà en phase assez avancée, heureusement, on a pu valider que ce qu'on avait fait était correct, mais on a dû aménager malgré tout des choses, même si globalement les différents modes avaient été à peu près gérés, puisque quand on refait des lignes, malgré tout, ce sont des choses qui se ressemblent un peu. Mais on a pu mettre en évidence malgré tout des choses sur l'amont du process et on a pu aménager certaines choses. Et puis dans d'autres cas, on n'a pas pu le faire et notamment pour la partie amont de la ligne, on a été obligé en 2008 de modifier pour accélérer parce qu'on avait fait vraiment, en fait c'était quelque chose qu'on avait vu lors de la simulation et on a vécu avec, on a dû modifier. Donc ça c'est un élément important. Alors certes l'aspect technique c'est là où plus c'est en amont et plus c'est important, je dirais, de faire cette simulation. L'autre point qui est à dire aussi, on a parlé un petit peu rapidement de l'aspect d'ergonomie. C'est pas dans le cadre de ce sujet-là, mais on a fait un travail où on avait intégré aussi l'ergonomie. Et je me rappelle parce qu'on avait compté le nombre de kilomètres que faisait l'opérateur et on a modifié l'investissement par rapport à ça. Ça paraît tout simple, mais après l'opérateur, quand il est sur ligne, il travaille avec ça, il travaille pendant 8 heures. Et donc c'est aussi important, ces aspects, d'associer ça avec des aspects d'ergonomie, même si c'est pas complètement. Je reprends la main sur pour vous parler aussi des... Parce que c'est joli, ça bouge, il y a de la couleur, c'est sympa. Mais il y a des erreurs, il y a des pièges à éviter avec ce genre d'outils. Donc je voulais quand même vous en parler aujourd'hui. Le premier, c'est un peu la tendance du moment avec tout ce qui est outils ERP dans les entreprises, c'est qu'on achète l'outil puis après on se pose les questions de savoir comment on fait rentrer au chausse-pied ces processus dans l'outil. Là c'est un peu la même chose, je vous disais il y a une 50aine d'outils qui existent. Bon, il n'y a pas d'outil universel, donc il vaut mieux d'abord poser le problème, faire une analyse statique, et puis en fonction de ce qu'on veut traiter et des objectifs qu'on se fixe réellement sur telle partie qu'on veut modéliser, à ce moment-là, on va partir sur tel et tel outil, parce que chacun a un peu ses spécificités. Même si les éditeurs de logiciels vous expliquent que leur outil est capable de gérer toutes les situations.
La notion de complexité, c'était écrit tout à l'heure, j'en ai pas trop parlé. Une chose il faut faire la distinction entre variabilité et complexité. Quand on fait pourquoi est-ce qu'on va faire un modèle dynamique? C'est parce qu'on a de la variabilité à gérer, pas parce qu'on a de la complexité. Chez Saint-Gobain Sécurité, on a eu d'autres missions à réaliser où il y avait une forêt de robots les uns derrière les autres qui se passaient des pièces à toute vitesse, etc., qui était très très compliqué à comprendre parce qu'il y avait plein d'opérations entremêlées. Il n'y a pas eu besoin de faire de simulation dynamique parce que les temps robots, il y a zéro variabilité, quoi. En plus, sur des manipulateurs, il y a une fiabilité qui est quand même assez remarquable, donc du coup, ça sert à rien de faire une simulation dynamique dans ce cas-là. Et le souci qu'on peut avoir donc, quand on met en place un outil d'analyse dynamique, c'est que c'est génial. On peut tout faire, on peut aller jusqu'à modéliser des variabilités interopérateurs, on peut faire des courbes d'apprentissage, etc., etc. Et souvent, la tendance, c'est de se perdre dans le niveau de détail, alors qu'il faut rester le plus macroscopique possible. Et donc c'est pour ça que si on rajoute de la complexité, c'est parce que les indicateurs de performance qu'on essaie de suivre, les KPIs, doivent être mieux suivis dans ce cas-là. Le troisième point, donc j'en ai déjà parlé par rapport à la phase de collecte de données, c'est vraiment le point important. Enfin ouais, forcément, comme là sur les maquettes, si vous vous trompez dans les hauteurs, forcément les résultats sont faux. Bah là, si vous vous trompez dans les données, les résultats sont faux également. On peut modéliser les coûts directement, mais c'est pas recommandé parce que du coup on va piloter le niveau de détail par le niveau de d'analyse financière dans l'entreprise, et ce qui a franchement rien à voir avec les problématiques techniques ou organisationnelles. Et puis, ça reprend un peu la question aussi qu'on a eue tout à l'heure sur est-ce que vous êtes capable maintenant de faire une maquette à l'échelle 1, là, quand on avait ça avec le syndicat mix du point fort. Bah, là, c'est pareil. Construire un modèle, c'est très très facile. Après, l'analyser et puis traiter statistiquement les résultats, ça demande un petit peu d'habitude et on peut rapidement dire n'importe quoi. Et la notion de vendre, ce que j'avais mis, sell the results, de vendre les résultats, c'est-à-dire aux opérateurs qui ont participé, c'est aussi, ça fait aussi partie du job. C'est pas juste coder un modèle. Voilà, donc j'ai terminé juste en résumé. On utilise la simulation par rapport à son aspect factualisé. Donc on est sur les notions de rationalisation dans les prises de décision. On l'utilise également donc, pour voir, valider des projets. Donc on est bien dans les notions de simulation en règle générale, c'est voir avant de faire, notamment avant de faire des bêtises, et sans perturber un fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est à côté. On peut, sur la notion de gestion des risques, donc on en a un petit peu parlé ce matin par rapport aux notions de saisonnalité. Effectivement, si on a un système qui fonctionne très différemment du printemps et de l'été, l'été, automne, hiver, eh bien on n'a pas besoin d'attendre l'hiver pour savoir quel va être l'impact sur les performances du système. La notion d'expérimentation. La simulation, nous, c'est qu'est-ce qui se passe si. Ça, c'est une notion très générale. Joël en parlait ce matin. Qu'est-ce qui se passe si. Donc là, voir par rapport à des paramètres que l'on ne maîtrise pas sur un futur projet. Ok, on n'a pas le recul. Bon, on va shooter un chiffre entre 0 et 10, on va mettre 5. Et puis après, plus tard, quand on aura le modèle, on fait jouer ce 5. Si je le passe à 6, est-ce que ça impacte mes indicateurs? Si je le passe à 5, si je le repasse à 4, est-ce que ça a un impact? Oui, non. Si ça n'a pas d'impact, on passe à un autre sujet. Si ça a un impact, là, il faut zoomer dans le... Voilà, et enfin dernier point, la compréhension. Vous avez vu, par rapport à la simulation, la notion d'animation, ça vous permet de vraiment échanger et de faire participer. Joël parlait ce matin d'interagir. J'ai terminé.